Bien, alors lorsque vous revenez sur cette carte qui indique notamment les différentes zones économiques exclusives, hein, elles sont indiquées par la couleur bleue, hein, bleu couleur mais océan presque. Donc vous voyez que tous les continents sont bordés par cette zone économique exclusive et entre les deux, eh bien, on trouve la haute mer. Alors la haute mer représente quand même 55% des océans, hein. Donc dans la haute mer, la réglementation de l'ONU s'applique pour l'exploitation des fonds marins, hein, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas librement exploiter les fonds marins car il faut obéir à la réglementation de l'ONU qui estime que en haute mer, les fonds marins sont un bien commun de l'humanité. Et donc, comme c'est un bien commun, eh bien, il convient de s'asseoir à une table et d'en discuter. Et normalement, un pays tout seul ne peut pas s'attribuer les fonds marins qui sont présents en haute mer, par exemple ici ou ici dans le Pacifique, ce qu'on appelle la haute mer. Donc vous voyez, pour par exemple l'Europe, hein, il faut s'éloigner considérablement à l'ouest du Royaume-Uni pour être en haute mer avant de se retrouver finalement assez rapidement dans la zone économique exclusive des États-Unis. Alors, à l'aide de toutes les îles que l'on a qui sont héritage de notre empire colonial, hein, qui sont des confettis d'empire, hein. Par exemple la Polynésie française, les terres australes et antarctiques françaises, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion. Eh bien, grâce à tous ces territoires ultramarins, la France possède, avec 10,1 millions de kilomètres carrés, la seconde zone économique exclusive du monde, derrière les États-Unis. Et vous voyez, l'écart n'est pas si grand, il y a 2 millions de kilomètres carrés de différence. Alors que quand vous regardez la superficie de la France par rapport aux États-Unis, évidemment, la France est beaucoup plus petite que les États-Unis et pourtant nous avons une très grande zone économique exclusive. Et vous comprenez dès lors l'intérêt de préserver notre présence aux quatre coins du monde, car grâce à cette zone exclusive, eh bien, potentiellement, la France peut bénéficier de la richesse des fonds marins, de zones de pêche dont elle a l'exclusivité, et donc évidemment de nombreuses ressources qu'on a évoquées précédemment. Alors la convention de Montego Bay elle garantit également, et c'est très important par rapport à ce qu'on a évoqué précédemment, les lieux stratégiques, eh bien elle garantit la libre circulation dans les détroits. Donc rappelez-vous, hein, c'était le cas pour Malacca. Donc libre circulation dans les détroits, c'est-à-dire qu'aucun pays limitrophe d'un détroit n'a le droit de le bloquer à la circulation mondiale, sinon il s'exerce à finalement des représailles de toute la communauté internationale. Donc c'était effectivement le cas à Malacca, c'est le cas dans le détroit de Bab el-Mandeb entre Djibouti et le Yémen, c'est le cas à Gibraltar entre l'Espagne et le Maroc. Donc aucun des pays riverains ne peut bloquer ces détroits. Néanmoins, cette convention de Montego Bay, pardon, elle n'a pas réduit tous les problèmes et certains problèmes persistent. Et c'est pour ça que je vous affiche cette carte, parce que si vous regardez cette carte, eh bien, vous voyez qu'un certain nombre d'États, déjà, n'ont pas signé cette convention. Et parmi ces États, bon, on trouve des États pas forcément très démocratiques, je pense aux États d'Asie centrale, mais bon, qui ne sont pas forcément non plus très concernés, parce que certains n'ont aucun accès à la mer, je pense au Kirghizistan, au Tadjikistan, ce qui n'empêche pas qu'ils peuvent avoir une flotte de bateaux, théoriquement, hein. Mais ce qui est plus embêtant, c'est que vous voyez que vous avez les États-Unis, par exemple, qui n'ont pas signé cette convention, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas censés la respecter. Et puis il y a des États qui l'ont signée, mais qui ne l'ont pas ratifiée, c'est-à-dire qu'elle ne s'applique pas réellement pour eux, même s'ils l'ont signée, parce qu'il faut que ça soit ratifié, notamment par exemple par un vote de leur Parlement. Donc déjà, c'est le premier problème. Deuxième problème, ça va être des délimitations parfois difficiles entre les différentes zones économiques exclusives. Donc, par exemple, dans l'est de la Méditerranée, entre la Grèce et la Turquie, deux pays qui déjà historiquement ont des relations très conflictuelles, puisque rappelez-vous, au cours de première l'année dernière, la Grèce a été une colonie en quelque sorte ou a été sous domination de l'Empire ottoman, c'est-à-dire l'ancêtre de la Turquie. Et aujourd'hui, eh bien, on voit qu'il y a un certain nombre d'îles grecques comme Lesbos, Chios, Samos, Kos, Léros, qui sont directement à proximité des côtes turques.
Donc ça pose des problèmes de délimitation de la frontière maritime. Et vous voyez que cet entrechevêtrement d'îlots et d'îles va faire qu'il est parfois très difficile de délimiter à qui appartient l'espace maritime, surtout quand les deux pays diplomatiquement ne s'entendent pas. Et en plus, ça pose des problèmes à l'heure actuelle parce que c'est une zone donc de contact qui est beaucoup empruntée par les migrants et le gouvernement turc d'Erdogan joue un peu avec le levier migratoire en faisant pression sur l'Union européenne car la Grèce fait partie de l'Union européenne et la Grèce est une porte d'entrée des migrants en Europe et donc la Turquie fait parfois pression sur l'Union européenne en lui disant ben, si tu ne satisfais pas nos demandes, eh bien, nous laisserons plus facilement passer les migrants en direction des îles grecques. Et puis, une fois qu'ils ont posé les pieds dans les îles grecques, vu que la frontière terrestre est fermée, eh bien, une fois qu'ils ont posé le pied sur les îles grecques, ils sont dans l'Union européenne. Donc, théoriquement, ils peuvent circuler dans l'Union européenne et le problème devient généralisé à l'Union européenne. Donc en tout cas, sachez que dans certaines régions du monde, la délimitation est parfois difficile. Elle est également très difficile dans les zones arctiques, hein, du fait du réchauffement climatique et du fait que la banquise fond. Et on a vu que de plus en plus de richesses allaient être accessibles, hein, des hydrocarbures, des richesses halieutiques. Également, il y allait y avoir potentiellement de nouvelles routes maritimes. Donc les États riverains, et notamment des États comme la Russie, revendiquent davantage de territoires maritimes et se heurtent à leurs voisins, par exemple la Norvège. Donc ça pose des problèmes diplomatiques. Et donc on est dans un contexte hein, finalement de concurrence entre États, entre puissances, et souvent on retrouve des grandes puissances. Là, je viens d'évoquer la Russie. Eh bien, nous allons évoquer dans le grand B justement un exemple de puissance pour lequel la mer est un élément et, et qui, malgré la régulation par le droit international qu'on a vu dans le grand A, ça n'empêche pas des tensions. Et vous allez donc voir l'exemple de la mer de Chine et vous allez travailler pour lundi sur une étude de cas à l'aide d'un extrait, pas d'un extrait, à l'aide de l'émission Le Dessous des cartes qui dure 2 minutes. Vous cliquerez sur le lien suivant que vous retrouvez sur la fiche d'activité que j'ai mise, non, c'est pas ici, vous la trouvez là. Donc, il faudra cliquer sur le lien suivant et répondre à l'aide de la vidéo aux 9 questions suivantes travail que l'on corrigera eh bien, lundi lorsque je vous retrouverai. Donc, un petit travail sur la Chine qui va vous montrer à quel point, comment dire, cette, ce territoire est dorénavant source d'enjeux. Et d'ailleurs, vous voyez, la musique chinoise m'appelle et il va falloir donc que je vous laisse. Et donc, je vous souhaite un bon travail pour lundi, un bon week-end également. Et puis à très bientôt. Au revoir. C'est beau, non?